mon secteur d'activité à l'époque où est intervenue la pandémie, c'était d'écrire. Oui, Quand j'ai commencé à écrire mon livre Les Nouveaux Nomades il y a 4 ans, oui, euh, je croyais que j'allais pouvoir l'écrire en continuant de faire plein de choses à côté. Je pensais que j'allais écrire le matin, et puis qu'après j'allais taffer, et que le soir je faisais des dîners, nanana. Et mhm, en fait, j'ai aperçu très rapidement que écrire un livre, ça requiert autre chose que ce qu'on utilise pour écrire des tribunes de 800, 1000 mots, d'accord, de 800 à 1000 mots. d'accord, Comme ça, moi, avant, j'étais éditorialiste, donc je pensais quelque part qu'écrire un livre, bah, ça allait. Voilà, j'écris 100 tribunes et c'est bon, j'ai un livre. oui, oui, Or, écrire un livre, ça requiert autre chose, ça requiert en fait de ce que j'appellerais de la pensée longue. Il faut vraiment se poser pour écrire un oui, livre. oui, Il faut, on peut un peu faire, on peut faire illusion sur un sujet qu'on maîtrise très mal. On peut faire illusion en 1000 mots. d'accord, On peut faire comme si on maîtrisait le sujet alors qu'on maîtrise rien du tout. Mais sur d'accord. 300 ou 400 pages, c'est pas possible. Alors justement, ces jours-ci, on tombe très facilement dans les poncifs quand on parle des nomades, puisque le C'est ça. nomadisme, c'est le nouveau truc un peu à la mode. Donc, si j'aborde dans une conversation sans prévenir euh, une conversation à table avec des gens que je ne connais pas, que je parle de nomades aujourd'hui, on pense souvent à ce qu'on appelle les digital nomads en anglais, les jeunes qui prennent leur ordi et vont travailler un peu de n'importe où en voyageant. On Oui, parle des gens très privilégiés qui peuvent se permettre de prendre un avion comme ça et d'aller aux quatre coins du monde oui. sans se soucier À la Jacques Attali, quoi, comme tu dis. à la Jacques Attali, enfin ceux Mhm. qui étaient décrits par Jacques Attali il y a quelques années comme en tant que, enfin qui il décrivait ça comme les hyper nomades. Ouais. Euh, Or, moi je voulais m'intéresser à, je voulais un peu comment dire, effectuer une nouvelle approche du terme puisque le terme nomade vient du nomos grec. Oui, Le d'accord. terme à la base, c'est le nomos en grec, c'est-à-dire le pâturage. Oui, d'accord. Et donc, la modernité qui est en fait une sorte de… Nous vivons dans une époque qui est complètement happée par l'accélération et le mouvement. Tout va trop vite. Voilà, tout va de plus en plus vite et tout va de plus en plus vite en tant que fin en soi. D'accord. Euh, et, et donc, on a, comment dire, on a un peu phagocyté le terme nomade en se focalisant uniquement sur l'aspect de mobilité, puisque le nomade, le mot vient donc du nomos, du pâturage, et du nomas, le fait de se promener sur le pâturage. Mais D'accord. en fait, on s'est complètement focalisé sur le nomas, sur le fait de se promener, OK. sur le fait de bouger. OK. Donc, on a une conception du nomadisme qui est excessivement centrée sur la dimension de mobilité géographique. Or, le nomadisme, en réalité, et surtout à mon sens le nomadisme qui nous manque si cruellement ces jours-ci, c'est le nomadisme qui est centré sur le local, sur le lieu, sur l'endroit, D'accord. sur le bocage, sur notre communauté, Mhm. sur notre environnement. Donc en OK. fait, le nomade, c'est plus qu'une créature qui se meut, c'est avant tout une créature qui s'intègre. C'est une créature qui s'intéresse à l'autre. Donc, je suis toujours intéressé à la migration, mais quand j'ai fait Barrez-vous, j'étais très bon, bah, prenez vos affaires, partez en voyage et tout ira bien. Ouais. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. En écrivant ce livre, je me suis rendu compte que l'inégalité aujourd'hui dans le monde, c'est avant tout une inégalité dans la mobilité. C'est très facile pour un Français de se promener aujourd'hui dans le monde s'il a assez d'argent pour le faire. Mais si D'accord. on est éthiopien ou pakistanais,
C'est C'est beaucoup plus autrement plus compliqué. compliqué. C'est vrai. Donc, en réalité, ça aussi, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'il y a un apartheid de passeports aujourd'hui. Oui, oui, oui. Selon le passeport qu'on a, on peut se promener ou pas. On n'est pas du tout dans une… on part pas tous du même endroit, en aucun cas. Oui, Donc, donc, il y a ça. Donc bon, et puis pour revenir à cette idée, entre-temps, ce qui s'est passé surtout, c'est que donc moi, je suis passé par des moments assez compliqués puisque j'ai eu des gros problèmes d'addiction et donc il y a quelques années, j'ai arrêté de boire et de me droguer et petit à petit, j'ai entamé un cheminement qui est notamment spirituel, qui a fait que j'ai pu me poser pour écrire un livre. d'accord. Mais ça a été lent, hein. Ça fait 8 ans maintenant, presque, que j'ai arrêté de boire et de me droguer. Et j'ai commencé à écrire ce livre ouais, il y a 4 ans. Donc ça a été un processus assez lent qui m'a mené à l'écrire. Alors, tu affirmes dans une de tes interviews que tu penses qu'on est qu'au début de la crise migratoire, qu'elle va s'aggraver. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu penses qu'on est qu'aux prémices de cette crise qui arrive? Oui, parce que tout simplement, mécaniquement, la croissance économique, qui est encore l'alpha et l'oméga de la majorité des politiques du monde entier, mécaniquement, cette croissance économique crée de la dégradation environnementale. D'accord. Donc, les parties du monde qui sont déjà sous stress hydrique le plus intense vont continuer d'être impactées négativement par la croissance économique des pays les plus riches. Donc, ces pays qui sont pas loin de l'équateur vont de plus en plus s'en prendre plein la figure. Les conditions de vie dans ces pays vont devenir de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, les experts, les climatologues français du GIEC, il y a 1 an et demi, ont balancé des chiffres. Les estimations hautes qu'ils ont produites, c'est qu'en 2100, on pourrait être à plus 6, voire plus 7 degrés Celsius par rapport aux températures pré-industrielles, aux moyennes pré-industrielles. Plus 6 à 7 degrés, ça veut dire que le monde, dans cette partie du monde que je décris, la vie pour les êtres humains va devenir extraordinairement complexe. Donc, un nombre important d'entre eux vont plier bagages et se pointer dans des parties du monde où les choses sont moins compliquées. On va un peu dans le mur, quoi. Donc, mais c'est pas la faute de Macron ou de je sais pas qui. C'est que on est en fait on est devenu, pour moi pardon. À la fin d'un cycle, quoi, tu penses? Ouais, à la fin d'un cycle, mais même plus généralement, je pense qu'on est devenu accro à certaines pratiques, à certains comportements qui sont très destructeurs. D'accord. Et que et qu'en réalité, le seul truc qui fasse changer les gens de comportement, c'est la douleur. Et pour l'instant, on ne s'est pas encore pris assez de baffes dans la gueule. Et ça va venir là dans pas longtemps et ça va être assez dur. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui causent le plus de dégâts, ben, ce n'est pas eux qui jonglent, ce n'est pas eux qui sont dans la douleur.
Ok. Dire, les Français aujourd'hui, les Américains, les Japonais, ils n'arrivent plus à comprendre comment vivent la plupart des humains. Ok. On est complètement déconnecté des réalités de nos congénères. On Ouais. est, tu vois, on est bientôt, on est 7, bientôt 8 milliards. Et en réalité, une poignée d'entre nous font comme si tout le monde vivait à peu près comme nous, ou en tout cas n'arrive plus à penser la condition humaine. Et du coup, on ne se rend pas compte que notre système est fondé sur le fait que des milliards et des milliards d'êtres humains vivent dans des conditions que nous considérerions, si c'était nos conditions de vie, que nous verrions ça comme de l'esclavage. La méritocratie, en fait, ou plutôt les illusions de méritocratie rendent les gens ingrats, en fait. D'accord. Que D'accord. tout le monde a l'impression que soit ils ont, en fait, soit les gens n'ont pas réussi, mais selon des critères très, très, très spécifiques. Et en gros, on leur dit, bah, vous êtes des losers. Ouais. Voilà. Parce que le Mhm. système, il est méritocratique. Donc, si vous n'étiez pas des losers, vous seriez en haut de la pyramide. D'accord. Ouais. Forcément, ça crée de la frustration. La Et frustration. tous ceux qui réussissent, selon ces critères à la con, Mhm. après, ils se la pètent. Ils ont D'accord. l'impression que ça y est, mais on s'en fout de ça. Ouais, Devant ouais. Dieu, on s'en fout. Bah oui. Moi, voilà, c'est pour ça, je pense la France s'en rend plus compte, mais il y a un problème le Oui. problème de la France aujourd'hui, il est d'ordre, à mon avis, même si c'est un grand mot, il est d'ordre ontologique. C'est en fait, comme on n'a plus de curiosité sur ce qu'on ne comprend pas, concernant ce qu'on ne comprend pas. En France, comme c'est un pays d'ingénieurs, Ouais. il n'y a plus de tolérance que pour les sciences et les ingénieurs. Il n'y a plus de D'accord. place pour ce qu'on ne comprend pas. Et D'accord. du Je pense que coup, c'est un peu comme Guy Lui, ce que Guy Lui avait dit, c'est-à-dire la France d'en haut, ils sont entre eux, ils restent entre eux et puis ils parlent plus aux autres. ouais, il y a ça, mais il y a même, je pense qu'il y a juste un manque chronique d'humilité, en fait. D'accord. Pour moi, quelqu'un qui s'est bien démerdé Oui. a encore plus besoin d'être humble que quelqu'un qui galère. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, c'est tout le monde se la pète Oui. et, et plus on estime que plus on a réussi, plus on a le droit de se la péter. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Mhm. C'est pas un comportement de papa, ça.